Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Pierre Tardif, le CEO de Visionnaire, CEO et Visionnaire maintenant. Tu utilises ce titre? Oui, on l'utilise maintenant. De Assurantia Groupe Tardif. Donc, merci d'être là. Bienvenue au podcast. Merci à toi, c'est tout un honneur. Je suis honoré d'être ici. Oui. Vraiment. Donc, comme j'ai dit, Jean-Pierre est le visionnaire de l'entreprise Assurantia Tardif, qui est un client de moi depuis un an à peu près. Oui, un an. Oui. Un ami maintenant et collègue athlète. Oui. On n'a pas fait les triathlons en même temps. Moi, c'est il y a 20 ans. Toi, c'est maintenant. Oui, moi, un petit peu trop tard, mais vaut mieux tard que jamais. Mieux tard que jamais. Bon, écoute, j'aimerais qu'on parle un peu d'Assurantia Groupe Tardif et surtout de toi, ton parcours, d'où tu viens, comment tu as démarré ça. Je pense que c'était une entreprise familiale. Oui, c'est une entreprise familiale qui date depuis 1954. Mon grand-père était courtier d'assurance, puis quand il est tombé dans la politique, mon grand-père était politicien, sous Duplessis en 46-47, quelque chose du genre. Donc, il y avait un business d'assurance en même temps. Puis en 1954, il a décidé de vendre à mon oncle, qui mon oncle a vendu à mon père en 1973. Puis, bon an, mal an, moi et mon frère, on a racheté en 1999. Et moi, j'ai commencé l'assurance en 1992. J'étais un vendeur d'assurance, appelons les choses comme elles sont, et je l'assume très bien. Je suis encore un vendeur d'assurance. Chez Groupe Tardif. Tu as commencé chez Groupe Tardif. Oui, à l'époque, ça portait un autre nom. Ça s'appelait Bélanger-Tardy. Il y avait un associé à l'époque qui s'appelait Bélanger-Tardy. Alors, assurance et services financiers. OK. Ouais. Puis, tu as commencé avant ça, tu as fait des études... Oui, ça a été un moment difficile dans ma vie. À 21 ans, là, 20-21 ans, là, c'est assurément la... Vas-y. Comme ça. On va couper. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça a été assurément la période la plus difficile dans ma vie, Thierry, parce que je voulais rentrer dans l'armée. Une semaine avant, je décide que tout était réglé, je rentrais dans l'armée, j'avais tout fait mes entrevues, j'avais la liste de quoi acheter, je rentrais, c'était fait. Une semaine avant, je me suis carrément défilé pour me lancer avec mon père. Mon père, il n'a jamais forcé rien, mon père, c'était tout le temps un phare pour moi, mais il forçait jamais la note avec moi. Puis il m'a dit, garde, essaye-le, le pire qui peut arriver, c'est que tu n'aimes pas ça. Puis mon père, dans toute son intelligence, c'est qu'il m'a appris à me donner confiance petit à petit avec des petites tâches. Fait que la première journée que j'ai travaillé au bureau avec lui, il m'a pris les enveloppes. Il dit, aujourd'hui, ta tâche, ça va être d'aller livrer les enveloppes chez les clients, tout simplement. Attends, je vais avant qu'on continue. Donc, tu as été prêt d'aller à l'armée, tu avais tout fait. Oui. Qu'est-ce qui t'attirait? J'aime la discipline. J'ai toujours aimé la discipline. J'aime l'aspect... j'aime travailler à l'intérieur d'une discipline, d'une structure. Je suis pas le plus organisé, mais il faut croire que j'aime les éléments. Ouais, j'aime la structure. Puis qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée à la dernière minute? J'avais une conjointe, je voulais des enfants. Là, je voyais déjà les difficultés éventuelles qui pouvaient y arriver en ayant des enfants. Les voyages, les militaires, ça se déplace beaucoup. Ouais. Mais bref, je me suis dit, écoute, si je ne vais pas là, il sera toujours le temps d'y retourner par la suite. Je vais me donner la chance, comme mon père m'a dit, essaye-le, tu verras bien. Puis mon père, comme je disais, dans sa sagesse, il m'a donné que des petites tâches, par-dessus petites tâches, jusqu'à temps que c'est moi qui en redemande, puis que j'en redemande. Puis, c'est ça, en 1999, mon père, il dit, ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais dans le domaine, puis je me débrouillais bien. Puis là, mon père, il dit, cette année, j'aimerais ça aller essayer la Floride un mois. Es-tu prêt pour prendre le phare?
certainement que je suis prêt. Fait Il y avait combien d'employés dans ce temps-là? on était seulement que 3. Ah oui, d'accord. C'était tout Ok, petit. tout petit. Ouais. D'accord. Fait que je disais à mon père, ben, let's go, vas-y, va te faire plaisir. Fait que il revient de son voyage en Floride un mois plus tard. Il dit, j'ai une mauvaise puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il dit, la mauvaise, c'est que je prends ma retraite définitivement. La bonne, c'est que je vais te vendre mon bureau. Fait que, c'est là. Puis mon frère, puis mon père, ça a été assez expéditif. Fait qu'on a réglé tout ça. Puis mon frère, dans la même veine, il rentrait aussi en même temps. Fait qu'on a acquis le cabinet là, en 1999. Bon an, mal an, on a fait on a fait nos preuves là-dedans, ça. Moi, mon frère est 7 ans plus jeune que moi. Mhm. Alors, j'avais un rôle de coach aussi en même temps que mon frère, mais mon frère, c'est un gars d'assurance. C'est un gars qui connaît vraiment l'assurance. Puis moi, je suis plus un gars de développement. Fait que mon frère, il venait contrer des lacunes, puis moi, j'étais vraiment attiré par de la clientèle, tu développais les... Ouais, j'étais vraiment attiré par le développement de la clientèle, puis le développppement aussi. Par la suite, j'ai commencé à faire des acquisitions en 2003, ma première acquisition en 2003. Aujourd'hui, je suis à 33 acquisitions depuis ce temps-là. Donc, vous là. avez grossi par acquisition. On a grossi par acquisition, mais on a toujours eu le réflexe nos racines, c'est la croissance naturelle. Il faut jamais oublier ça, parce que du moment où tu perds le réflexe de la croissance naturelle, ben les acquisitions, puis en ce moment, en 2025, en ce moment, les acquisitions se font de plus en plus rares. Ils sont de plus en plus grosses, puis ils ne sont pas toutes intéressantes, contrairement. Puis on n'est plus dans une position où on a besoin d'avoir une masse critique qui nous oblige à faire des acquisitions. Donc, on est dans une position dans laquelle on veut plus miser sur la culture d'entreprise, sur la croissance naturelle, puis se bâtir une bonne fondation de notre entreprise, qui est quand même à une certaine maturité aussi, là, qui n'est pas très jeune non plus. Là. Vous êtes rendu à plusieurs 100... Pas loin de 180 employés. C'est ça. Ouais. Quand même, de 380. Oui. Félicitations. Ouais, merci. Félicitations. Merci. Donc, au cours de cette croissance, quels ont été les gros moments? Tu as commencé à qui? Où est-ce que tu as été bloqué ou... Moi, quand j'ai les entreprises rendues à 50 employés, là, avec mon associé, on sentait qu'on avait un peu atteint notre Peter Principle. Ouais. Puis je me rends compte que c'est pas vrai. C'est juste, on savait pas comment passer à l'autre niveau. Ouais. Hein. Mais on a toujours un peu cette notion que est-ce que je vais être capable d'aller plus loin? Puis est-ce que tu as eu ces moments? Oui. J'ai eu ce moment bien avant toi, parce que nous autres, ça a été on était une douzaine d'employés pour à peu près 7,5 millions de volume. Puis j'avais un volume qui était quand même assez important, mais qui me menottait en termes de pouvoir faire du développement encore plus. Parce que tu étais pris dans les opérations? Oui, vraiment, Okay. dans la trappe à service. Fait que je me souviens, un vendredi où j'ai pris ma décision, c'était drôle parce que c'était heureux, mais c'était quand même un heureux problème. Mais c'était quand même un problème. C'était un vendredi, puis je m'en vais sur mon plus gros client. Puis il y avait plein de bureaux dans son bureau, mais qui louait à des tiers d'autres entreprises. Puis à chaque fois, j'arrivais pas à me rendre jusqu'au fond. Puis tout le monde me donnait des commandes d'assurance. Puis j'étais super honoré de ça, j'étais super content de ça, mais à la fois, j'étais comme... là, c'est un signe de Dieu, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve une solution à ça. Puis, il s'est présenté aussi, lui qui est rendu mon associé aujourd'hui, là, un de mes associés, qui est François Gagné, parce que Philippe, il avait un volume assez important aussi. Fait que François Gagné est arrivé dans le portrait de tout ça, puis qu'il a commencé à prendre le premier volume, puis parce que je l'avais tenté à l'époque, mais tous les dossiers revenaient toujours sur mon bureau. Tandis qu'avec François, il ne revenait pas sur mon bureau. François les traitait, les clients étaient satisfaits de son service, donc il m'oubliait, ce qui était une bonne chose. Tu n'avais pas réussi à déléguer, mais lui, il les a pris, puis c'était la bonne personne. Par sa compétence, par sa débrouillardise, toutes ces qualités qui font que ce qui est François aujourd'hui. Ouais. Ça a fait en sorte que j'ai donné un premier volume, un deuxième volume, puis tout mon volume. Et là, j'ai dit, bon, OK, là, il faut vraiment que je m'y mette de façon sérieuse dans le développement. C'est là que j'ai commencé à être plus actif dans le marché des acquisitions.
stratégiques, Ça des t'a nouveaux vraiment territoires. libéré de l'opération Définitivement. day-to-day, puis Ouais. ça t'a élevé à faire ce que tu voulais Ouais. faire, ce que tu avais besoin de faire. C'est probablement le milestone le plus important Ouais, OK. de l'histoire du cabinet, là, le temps là, de 2004-2005, là, aller jusqu'en 2022, là, je te dirais, à peu près 2020 même. Mhm. Ouais. Où toutes les acquisitions Ouais, ont la été plupart des faites. acquisitions se sont faites là, ouais. OK. Ouais. Parfait. Puis, durant ce temps-là, ça a grossi. Il y a Ouais, eu des up and down, des crises 2008. Est-ce que ça a frappé chez vous, là, 2008? non, ça a bien été parce qu'à l'époque, on n'avait pas une clientèle qui était très corporative. À l'époque, on avait peut-être un book qui représentait peut-être 25% de notre volume total, ce qui représentait très peu. Donc, les entreprises touchées, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Puis ceux qu'on avait, ils s'en ont bien sortis quand même, là. Tu sais, je pense à des clients qui faisaient uniquement des affaires aux États-Unis. Ils sont encore à ce jour actifs. Eux, ils ont eu un mauvais moment, mais le fait qu'on était diversifié entre les lignes personnelles et les lignes commerciales, ça nous a beaucoup aidé, la diversification. Dans les moments durs, la diversification, en tout cas, Ça pour nous, aide. ça l'a joué pour nous. C'est ça, parce que vous avez personnel, commercial et agricole. Oui, C'est ben ça, les agricole trois? aussi, c'est une spécialité qu'on s'est faite dans l'agricole avec le temps. Les acquisitions aussi, on ciblait plus des acquisitions nichées. On aime bien l'agricole. Ouais. Parfait. Faut dire que je viens d'une région qui est très agricole. Oui, tu as fait de la route aujourd'hui. Ouais, ouais, Thetford. ouais. Thetford Saint-Lambert. Ouais, mais si tu veux faire des affaires, il faut que tu viennes dans le coin. T'as pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Non. Hein. Et quelle a été l'évolution de ton rôle durant tout ça? L'évolution de mon rôle. J'étais un autodidacte, j'aime lire beaucoup. Je lis énormément. Puis j'ai eu la chance de tomber sur des livres qui m'ont beaucoup inspiré. Puis je peux embarquer assez facilement dans un personnage. Quand j'étais jeune, je m'habillais en Rambo, là, ça te donne Ah une ouais? idée, là. Ouais. Fait que, tu sais, je suis capable de faire la part des choses, là. J'avais pas son couteau, là, mais pas loin. Mais non, faire sa part, j'aime me laisser inspirer, puis j'aime essayer les choses qui sont présentées, puis bon, j'ai tombé sur des bonnes lectures. J'ai tombé aussi sur des bons mentors. J'ai eu des bons mentors dans ma vie. J'ai eu je pourrais dire trois gros mentors qui m'ont aidé énormément dans ma carrière. Un qui m'a montré comment faire de l'assurance. L'autre qui m'a montré comment faire des acquisitions. Mm. Puis l'autre qui m'a montré qu'il fallait voir grand. Il fallait pas avoir peur de voir grand. Puis ça, c'était un petit complexe de gars de village que j'étais. Ouais. Tu sais, la modestie, c'est bien bon, mais il faut aussi une bonne dose d'audace. D'audace. Fait que ça m'a donné un peu cette audace-là que j'avais peut-être pas aussi à l'époque. Mais tu as gardé la modestie. C'est bien. Il faut. Très important. Au point de vue des acquisitions, je suis intéressé parce que moi, j'ai vendu la compagnie, mais j'ai jamais fait d'acquisition. Donc, c'est quoi les grandes... Tu avais un mentor. Qu'est-ce Ouais. que tu as appris des acquisitions, les choses importantes? Mon mentor s'appelait Gaétan. Gaétan est rendu à sa retraite aujourd'hui. Puis j'espère qu'il va lire il va assurément écouter le podcast. Puis Gaétan, il me disait toujours, tu sais, Jean-Pierre, une transaction, il faut que ça soit bien avant, pendant et après. Et après. Et quand tu vas le recroiser dans le centre d'achat, il faut qu'il vienne te voir, puis qu'il vienne te serrer la main, parce que tu as respecté tes engagements pendant, puis ta promesse que tu avais faite avant. C'était gagnant-gagnant. Là. C'était gagnant-gagnant. Donc, j'ai parti avec cet esprit-là. Avant la transaction, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect de prospecter puis tout ça, mais moi, ma carte de visite, c'était avant, pendant et après. Puis je marche beaucoup avec des témoignages de gens qui m'ont vendu leur cabinet. Puis je leur montre mes témoignages, puis je leur vends leur satisfaction avant, pendant et après. Puis ça, c'est quelque chose, c'est ma carte de visite. Puis c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut pas laisser de zone grise quand on avance quelque chose. Puis il faut surtout aussi, plus que tu en fais, plus que tu as besoin d'une équipe, fait qu'il faut que ton équipe soit aussi au fait de qu'est-ce que tu as promis, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on va devoir respecter dans le futur, parce que des fois, on veut la transaction se fasse, puis on s'élonge un petit peu.
Puis là, les associés disent, bon, mais what's going on? Mais ça faisait partie du deal, puis maintenant à nous de le respecter. OK. Ouais. Non, c'est comme dans toute négociation. Ouais. Hein, c'est une étape à la fois. Ouais. On s'entend sur quelque chose, hop, on passe à l'autre chose pour avancer plutôt qu'essayer de voir la montagne. On prend un morceau par morceau, Morceau par morceau. puis trouver un win-win là-dedans. Oui, oui. Mais tu sais, j'essaie toujours de partir à haute altitude, les rôles aussi. Tu sais, il y en a plusieurs qui disent tu devrais jamais avoir un ancien vendeur qui reste dans l'entreprise. Je dois avouer que c'est beaucoup plus difficile quand que le vendeur reste dans l'entreprise. Ah oui? Pourquoi? Ben, parce que le vendeur de... OK. lui qui... Pas le rôle de vendeur, le vendeur. Le vendeur, lui qui te vend ton bureau, là. La transition doit se faire le plus rapidement ouais, possible pour laisser aller ouais. autrement. Ouais. Ça met des bâtons dans les roues. Mais j'ai eu des très belles expériences aussi. Tu sais, il y a des vendeurs qui sont administrateurs, il y a des vendeurs qui étaient tout simplement des vendeurs d'assurance, des courtiers d'assurance. Ceux-là, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ceux-là qui avaient la fibre de courtier parce que tout ce qu'ils voulaient faire, eux autres, c'est du courtage. Ils ne voulaient pas manager du monde. Non, c'est exactement. C'est ça. Exactement, mais il y en a qui voulaient manager du monde, ils ont vendu. Fait que ces gens-là, des fois, ils ont des chocs de culture, qu'on le veuille ou non. Ne serait-ce que les procédures. On se fait challenger des procédures. Des procédures, y a-t-il quoi de plus... mais ça devient dans la culture, puis on se fait contester sur des choses comme ça, mais ça fait partie du jeu, puis il faut juste promettre les bonnes choses, puis dire ce qu'il y en est, puis règle générale, ça fonctionne bien. Là. Ouais. OK. Ouais. Quand tu es venu me voir il y a un an pour EOS, c'était pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a amené à chercher quelque chose? C'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai compté la semaine passée à mon comité de direction. C'est que, premièrement, je trouvais qu'on n'était plus rejoignables un et l'autre dans ma garde rapprochée. Mes associés, c'est comme un couple, on se donnait plus d'importance. On se traitait en dernier. Ouais, on s'occupait des enfants en premier, si tu veux, là, en parenthèse. Là, mais on se donnait jamais de priorité à nous. Donc, les messages n'étaient jamais, les mêmes. Il y avait des distorsions entre les messages. Puis, parallèlement à ça, j'assiste le 7 mai exactement 2024. J'assiste en Californie dans un groupe que je suis d'échange de courtiers d'assurance nord-américains. Puis, on se partage les meilleures pratiques. Puis, un implanteur qui est là, qui parle anglais, mais qui a un accent allemand, puis je suis bilingue, là, mais pas assez. Pas assez pour ce genre d'accent-là. Donc, mais il nous donne un livre qui est Traction, puis je prends le livre, puis je pars avec le livre, puis il y a une petite brochure, puis finalement, j'arrive chez nous, je prends la brochure, puis un calepin, puis là, je remplis les choses, puis je trouve ça intéressant, puis je suis pas capable de le mettre dans ma bibliothèque. C'est un bon réflexe que j'ai eu, mais je le garde comme à côté de moi, comme la Bible, une table de chevet, puis sur ma table de chevet de mon bureau. Puis quand j'ai quelques petits temps libres, je prends une page au hasard, puis je lis, puis tout fait du sens. Puis à chaque fois, je lis tellement qu'à un moment donné, je me dis, ben là, je vais le lire. Puis là, je décide de lire le livre, puis là, je tombe complètement sur le charme. Là, c'est ça que ça nous prend. Fait que là, je me suis dit, OK, comment je vais emmener ça à mes associés maintenant? Parce que là, moi, tu sais, j'ai quand même une certaine réflexion. Ça fait quelques semaines, voire peut-être même quelques mois que je le réfléchis. Tu savais qu'il fallait changer quelque chose. Ouais. Tu étais bloqué dans la croissance? Oui, ben, je sentais qu'on n'était pas équipé pour vraiment se donner du oomph, là, de se donner un élan que je souhaitais qu'on se donne. Fait que finalement, ça a été plus simple que je pensais parce que j'ai posé une question, c'est Caroline, combien tu as de réunions par semaine? Julie, combien tu as de réunions par semaine? François, combien tu as de réunions? Puis on avait au-delà de 75 à la gang. On pouvait bien pas se rejoindre. 75 réunions. Oui. Fait qu'on pouvait bien pas se rejoindre. Puis là-dedans ça, nous autres, on s'en faisait pas. Fait qu'on commençait comme à l'envers, complètement à l'inverse de ce que le système nous montre. Vous gériez par des discussions de corridor, puis des courriels, puis des... Oui. Après l'ouvrage, à 5 heures, 15 minutes sur un dossier, puis là, on faisait du 9 en 1. Fait que, on a commencé à s'intéresser, fait que là, j'ai lu les autres, puis là, on s'est dit, OK, on achète le concept, mais si on se fait pas aider,
Ça va être moins rapide, puis il faut se donner les moyens de nos ambitions. Puis c'est là qu'on t'a appelé, puis depuis ce temps-là, ben, on fait affaire ensemble. Ouais. Donc, les frustrations que tu avais, c'est les messages, le manque d'alignement des équipes. Oui, le message. Le message. Puis tu voulais amener l'entreprise où? Parce que vous aviez déjà une entreprise conséquente. Elle était assez haut niveau. Oui. Bien, moi, j'ai toujours, puis je mise la fin de ma carrière, il m'en reste encore 10. Là. J'ai 54 ans, je vais avoir 55, puis je mise la fin de la carrière. C'est une profession de foi pour moi. La communication en interne, c'est primordial. Mais le mot communication, il peut être galvaudé. C'est les messages qu'on veut emmener, qui soient toujours les mêmes, qui soient dits de la même façon, mais pas de la même façon. On n'a pas de script, rien. On laisse les gens s'exprimer. D'ailleurs, c'est très important. Puis où que je veux mettre l'emphase là-dessus, c'est sur la communication, mais jamais fermer le dialogue. Jamais, parce que ça se ferme facilement, un dialogue dans une réunion, très facilement. C'est juste à dire à quelqu'un, je suis pas d'accord. Vois-tu, moi, chez nous, on n'accepte pas ça, que quelqu'un dise à l'autre, je suis pas d'accord. J'ai une vision différente, fait que t'es pas en opposition. Je suis pas d'accord. J'ai pas la même vision de ça, puis on va en discuter pour s'aligner. Voilà, fait que ça t'oppose pas à son propos, ça te garde parallèle, puis tu continues d'avancer. Mais du moment où tu dis « je suis pas d'accord » ou il y a des phrases qui peuvent être percutantes, puis des non-dits aussi. Ouais. La pire chose que je dis à mes équipes de direction, puis surtout aux propriétaires, quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes un employé, vous avez un rôle, une responsabilité. Ouais. La pire chose, c'est de sortir la carte veto proprio. Je suis pas d'accord, clink, on va faire ce que je dis parce que je suis propriétaire. Ça tue la communication. Tellement. Ça tue le feedback. Non. Tu ne reçois plus de feedback après. Non, t'avances plus. C'est quand même, tu finis, OK, ça va être quoi le prochain stade? Là, t'embarques dans une autre spirale, puis selon moi, c'est pas une spirale qui est très, très bonne. On apprend, aussi facile que je le dis, mais c'est pas si simple non plus de l'appliquer parce que, ça arrive encore qu'il y a quelqu'un qui dise « ben je suis pas d'accord avec toi dans une réunion ». Je le reprends pas dans la réunion. Ben, tu peux être sûr que je vais l'appeler après, par exemple. C'est clair que je vais l'appeler après. Puis, ça, j'accepte pas qu'on ferme les dialogues. Ouais. Puis il y a différentes façons de fermer les dialogues. Ça peut être même le fameux « en tout cas ». Ça passe pas non plus. Fait que, les non-dits, du monde qui se gratte la tête pendant que l'autre parle. Vache, là, quand il y a ça. Ouais. Pas de vache sacrée. Là, dis ce que tu as à dire. Ouais. Dis-le. Ouais. Pour le bien de l'entreprise, il faut le dire. Il faut les sortir, les choses. Ouais. Mais à la fois, c'est pas évident pour un jeune qui embarque, comme on a Alex chez nous, qui est quand même c'est un jeune homme, puis il est très talentueux et très bon, mais il arrive avec son humilité, puis il veut pas commencer à venir bourrasser rien, mais dans le fond, si tu le dis de la bonne façon, puis tu l'apportes de la bonne façon, tu bourrasses rien, puis on le veut ton feedback, parce qu'on veut pas... on veut pas la meilleure. Moi, je veux pas gagner mon point, je veux gagner la relation. Si tout le monde s'organise pour gagner la relation, au lieu de gagner son point, on va trouver la meilleure idée pour la compagnie, puis c'est ça qu'on veut après tout. Mais Alex, il a l'arme la plus puissante pour les discussions. C'est le data. Le data, oui. C'est le gars de data. Oui. Je montre souvent une citation, c'était l'ancien CEO de Netscape, il dit si on a des données, regardons-les. Si on a juste des opinions, on va prendre la mienne. Exactement. Donc, tellement bien Alex, dans les réunions, là, quand il parle, il sort du data, puis tout le monde écoute. Parce que le data parle. Le data parle. Le data parle, c'est pour ça que c'est important de mesurer les choses, parce que ça amène de la clarté, puis là, on peut prendre les meilleures décisions. En effet. Il n'y a rien de mieux que les faits pour prendre une décision. Puis là, comment, dans ton rôle de visionnaire, comment tu te sens dans ce rôle-là? Là, je me sens bien. C'est François qui est intégrateur. Oui, François qui est intégrateur. Là, je me sens bien, mais j'ai eu un petit moment de torpeur dans le sens où je me recherchais un rôle. Je me cherchais... je sentais que, à tort, que je m'effaçais dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas du tout, mais ça m'a pris 2-3 mois avant de me recentrer à l'intérieur de mon rôle de visionnaire. Puis
ça a été... c'est drôle parce qu'un coup, j'appelle François, là, j'étais comme... Là, François, on était dans les playoffs l'année passée au hockey, puis j'écoutais, j'aime le hockey. Ouais. Puis là, je dis, là, je vois Jimmy Benn, là, Dallas, il est, bon, il est vieux, le Jimmy Benn, mais il est encore bon, là. Là, il dit, attends un peu, Jean-Pierre, là, c'est quoi qui se passe? Là, je dis, ah là, je sais plus, on dirait que je sais plus quoi faire. J'ai tout le temps su quoi faire, puis là, je sais plus quoi faire. Fait que, une fois que j'y ai dit ça, on dirait que c'est comme si après l'univers serait comme le fait que j'ai comme abandonné ça, les opérations et tout ça, puis tu sais, autant je dis ça, mais il y a encore du travail à donner parce que c'est un long processus quand même, là, mais je te dirais, Thierry, je viens de passer la plus belle année professionnelle de ma vie. Ouais, ouais. Mais c'est ça, ça te libère à faire vraiment ce que... Dans quoi je suis bon. Dans quoi tu es bon. Ouais. Mais je le vois souvent, ça. Les visionnaires, quand on crée la fonction visionnaire, on dit c'est ça le rôle. Puis là, ils se sentent, mais là, on m'enlève des opérations, je vais faire quoi durant toute la semaine? Puis ça prend une transition assez... Ça dépend là, de la personne, mais ça prend un certain moment donné pour dire, OK, là, il faut que je fasse le deuil de ce que je faisais avant. Puis souvent, on fait beaucoup de to-do, puis on est dans les opérations, fait que ça génère, on voit le résultat parce qu'on fait du travail. En tant que visionnaire, c'est c'est moins abstrait. évident, c'est plus abstrait. Ouais. On est comme le fil qui est conducteur, qui tient tout ensemble, mais c'est beaucoup plus abstrait. Ouais. Puis tu es rendu à un niveau à 180, à 125, 150, on met des structures en place parce qu'il y a trop de monde, on peut plus connaître tout le monde, on peut plus tout faire. Puis la seule chose qui tient tout ensemble, c'est la culture. C'est quand on n'est pas là, c'est la culture et le comportement qui vont tenir toute l'entreprise ensemble. Puis le rôle d'un visionnaire comme toi maintenant, c'est de garder cette culture, de pousser la culture puis de s'assurer qu'elle se maintient parce que c'est ça qui tient tout ensemble. Définitivement. J'y crois mordicus. Puis là, tu avais tes bracelets avec toutes les valeurs. Oui. On joue notre rôle maintenant. Ouais. Puis quel nouveau rôle tu as pris cette année? C'est quand tu dis que c'était ta meilleure année, qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que tu as fait que tu n'avais pas le temps peut-être? Je me suis trouvé un passe-temps. Ouais, passe-temps énergivore. Oui, assez quand même. Ça m'a poussé vers autre chose. Puis ça m'a recentré aussi, le Ironman là, que j'ai complété le 17 août à Copenhague. Ça l'a comme... C'est comme la meilleure chose qui est jamais arrivée, le plus beau. Il y a un de mes amis, Alain Fortin, qui est président d'Intact, il m'a dit un jour, il dit, si tu t'es offert un beau cadeau, puis je l'ai revu la semaine passée, puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, Alain, c'est toi qui m'as dit l'affaire la plus vraie là, dans tout mon cheminement de ce défi-là, c'est que je me suis fait un beau cadeau parce que j'ai redéfini ce qu'était la discipline. Parce que j'étais quand même une personne qui aimait m'entraîner. Toi aussi, tu es un gars qui aime le sport pas mal. Puis, mais là, j'étais vraiment dans une discipline de fer. Puis cette discipline de fer-là t'oblige à faire des deuils. Comme on a à faire des deuils aussi dans l'entreprise, puis que je les voyais plus, ces deuils qu'on avait à faire là. Fait que, tu sais, il y a toute une introspection qui s'est faite cette année, puis qui me rend en paix avec tout ça maintenant. Je suis très en paix avec ça. Ouais. Ah, mais c'est tellement un entraînement que tu es obligé de trouver, de prioriser les choses, puis de dire non à beaucoup de choses. Ouais. Et de faire, comme tu dis, faire des deuils. Ouais. Tu as dû faire des deuils. Tu peux t'entraîner jusqu'à 25 heures par semaine dans les gros cycles. Oui, les derniers cycles, là, c'est en plus 25 du travail, heures. Ça ne laisse plus grand-chose. Non, c'est ça. Ça fait plus de temps pour grand-chose. C'est là que j'ai appris à me lever à 5 heures du matin. Ouais. Puis j'ai gardé ça d'ailleurs là, maintenant. C'est 5 heures du matin, puis j'ai ma routine. Puis, fait que là, quand je commence à 8h30, tout l'entraînement est fait. Fait que, j'ai juste redéfini mon emploi du temps, puis je suis bien là-dedans maintenant. Good. Ouais. What's next avec Assurance CA? Groupe Tardif? Ben, où est-ce que tu vois ça? On est sur une belle lancée. On est dans la croissance organique. On vise beaucoup sur la croissance organique parce que nous, justement dans notre vision, dans notre VTO,
on a redéfini un peu ce qu'on voulait, puis on sort des sentiers battus parce que en ce moment, on est dans un monde de consolidation dans les cabinets de courtage. Puis nous, le message qu'on envoie aux employés, c'est qu'on n'est pas à vendre. Nous autres, on veut être une entreprise pérenne. On a tellement fait d'efforts à laisser des traces dans nos régions distinctes, dans nos régions respectives, là, avec des associations, avec des maisons de fin de vie ou encore les clubs de hockey qu'on parraine. Ou, dans tout, on laisse beaucoup de traces un peu partout. Puis c'est un deuil que je veux pas m'offrir de vendre à d'autres. Donc, ça nous emmène à aller dans une dynamique plus de croissance naturelle pour générer plus de rendement à nos EBITDA puis nos profits pour qu'on puisse justement que ma relève puisse me racheter dans un horizon. Puis j'ai la chance d'avoir eu ce déclic-là avant l'âge de 63, 64 ans, parce que rendu là, il est trop tard. Là. C'est trop tard. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est dans l'implantation du plan de match, puis ça fait un peu partie aussi du discours que j'ai avec mon équipe, que ce soit les employés ou toute la direction. Vous faites partie d'une entreprise qui n'est pas à vendre. Fait que, en partant, ça en dit long. On veut bâtir. On en reste beaucoup de choses à bâtir. On a des beaux projets, on a des beaux rocks. Maintenant, on est beaucoup plus lucide dans nos rocks aussi. Fait qu'on sait ce qui peut être fait, peut pas être fait. Donc, on gère les attentes aussi parce qu'avant, tantôt, tu me demandais, là, c'est drôle que je revienne à ça parce que c'était un de nos enjeux, c'était de faire vivre notre planification stratégique. Qu'on réussissait peut-être avec un peu de chance à réaliser à 60% si on était chanceux, 50% si on était chanceux. Maintenant, on sait qu'avec cet outil-là, on est capable de le faire vivre à minimum 80%. Je l'ai vécu, ça aussi. Avoir un beau plan stratégique, puis après ça, tu retournes au travail, puis tu es avalé par les opérations, puis tu sais pas comment le mettre en enjeu. C'est toujours un... C'est toujours mais maintenant, avec l'outil, avec la méthode, on est toujours focus sur ce qu'on a de bon à faire. Pas plus tard qu'à matin, là, j'avais un level 10, puis on avait un peu de misère à mettre les priorités. Je disais, hey, come on, guys, on n'a pas de misère. Là. Lui, il touche sur ça qu'on a. Ouais, OK, ben c'est lui qu'on fait en premier. OK, ouais, c'est bon. Fait que, tu sais, mais on se ramène tous. Là, j'ai l'air du gars qui ramène, mais je me fais ramener aussi parce que des fois, ça peut partir. Fait qu'on on a beaucoup plus le réflexe de se ramener, là. Fait que puis c'est une belle dynamique. Puis ce que j'ai remarqué avec le temps, pour ceux qui vont implanter là, dans les années ou les mois à venir, là, c'est qu'il faut se donner le temps d'être plus à froid. Parce qu'au début, là, on est très... ça va vite, un level 10, là. Puis il y en a qui étaient habitués de dire leur point, puis de partir sur un divaguer, puis revenir, puis partir de droite à gauche. Puis maintenant, on se permet plus ça. Mais ça peut être très stressant pour quelqu'un qui n'est pas prêt à ça. Mais là, je sens qu'on est bien, on est à froid. On prend les décisions, ça arrive encore là, que l'émotion embarque, puis j'espère qu'elle va toujours être là aussi. Ça dépend. Si de l'émotion, c'est correct, c'est parce que les gens prennent les choses à cœur. Ouais. Puis c'est bon. Des fois, j'ai des équipes qui disent « Ah, on a été distrait. » Puis je dis « Non, vous n'avez pas été distrait, vous avez été juste engagé dans les discussions, dans les débats. » On ne veut pas que ce soit des discussions drables. Il faut que les gens ils fightent pour leurs idées. Ouais. C'est ça qu'on veut. Mais il faut être prêt à perdre. Oui, il faut être prêt à perdre. C'est ça, je leur dis souvent, les diamants, ils se façonnent par la friction. Ils vont à la friction, c'est normal, mais il faut être prêt à perdre aussi son idée parce que, comme je le disais tantôt, il ne faut pas gagner son point, il faut gagner la relation. Du moment que tu gagnes la relation, après ça, tu vas venir chercher le meilleur point. Ta gang va te donner. C'est du grand Simon Sinek. Là, si tu crées un environnement dans lequel ton équipe se sent en confort de parler en tout temps, c'est ça en confiance, ben, à ce moment-là, je crois beaucoup à ça. C'est une croyance qui est forte en moi, ça. Ouais. Good. Excellent. Écoute, j'avais préparé toujours des petites questions. Des questions en rafale. Première, c'est toujours quel est ton super pouvoir? Mon super pouvoir, là, tu m'avais envoyé la question, mais il a fallu que je le creuse, mais je crois que c'est bâtir des bonnes équipes. J'ai eu toujours ce comportement-là à moi, puis ça vient de mon père un peu qui
pas qui m'obligeait, mais qui me suggérait que d'être en équipe, c'était toujours mieux que d'être toute seule, puis de runner ton show toute seule. Mais ça prend beaucoup plus ça prend plus d'essence dans le moteur, ça prend plus de patience, ça prend plus de volonté que de faire les choses à ta façon, puis de juste caler les shots à ta manière. Puis ça, c'est définitivement... J'aime autant appeler ça un talent qu'un super... comment t'appelais ça? Super pouvoir. Super pouvoir, là. Je dirais pas autant que c'est un super pouvoir, mais j'ai ce talent-là pour bâtir des bonnes équipes. Bâtir Donc, des équipes. Voir le potentiel de chacun, puis quoi, les coacher pour Oui. les amener, s'élever. Oui. OK. Oui. Parfait. Puis coach, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement non plus, mais quand tu crois à quelque chose, ben ça devient facile d'attirer les gens qui croient en la même chose que toi. Puis j'essaie de m'entourer de gens comme ça, là. OK. Ouais. Si tu avais à garder une seule discipline ou une habitude, ce serait laquelle? Te lever à 5 heures du matin? Non, ouais, ben celle-là, d'ailleurs, elle est tellement difficile pour moi. J'essaie, là. moi, là. Moi, j'essaie, puis... Puis l'été, 5h30. quand le soleil se lève, là, c'est tellement facile. Puis c'est tellement aussi dur l'hiver comme ce matin. Là. Je dois avouer que ça peut arriver que je snooze, mais bon, règle générale. Mais non, c'est pas ça mon habitude. Puis je te dirais, cultiver la volonté de vouloir toujours communiquer mieux. Tout le temps. Puis c'est un art communiquer. C'est vraiment un art communiquer. Je m'intéresse beaucoup à ça. D'ailleurs, dans les livres, un livre qui m'a beaucoup influencé là-dedans, c'est « Je suis un chercheur d'art » de Guillaume Dulude, qui est un livre extraordinaire. Si vous avez la chance de lire ça, qui est une bible. Mais c'est ça, j'étais à la librairie ici à côté, puis je l'ai vu, je dis « Ah oui, j'en ai entendu parler », puis là, je l'ai vu, j'ai dit « Ah non, j'achète pas ça, il est comme épais. » Ouais. C'est gros, là. Ouais. Ça se lit bien? Ah, c'est dès le premier chapitre, il raconte là, rapidement, il raconte qu'il était extrêmement intelligent, Guillaume Dulude, puis il donne une réponse, la professeure demande une réponse, il était en jeune âge, là, 12-13 ans, puis il donne la bonne réponse, mais la professeure elle pense que c'est pas la bonne réponse, puis bref, il se sent ridiculisé, il arrive chez eux, puis là, sa mère qui était psychologue, elle lui dit, ben t'avais la bonne réponse, il dit, je le sais que j'ai la bonne réponse, mais elle m'a dit que j'avais pas la bonne réponse, ben, il dit, tu vas lui dire que t'avais pas. Elle dit non. Elle dit oui. Fait que là, tout au long du premier chapitre, elle explique, puis là, ça commence comme ça, mais c'est un. Puis tu sais, l'art des mondes, c'est d'aller chercher une discussion de deuxième niveau, de la profondeur dans la discussion. Puis pour ça, ben, il faut se vulnérabiliser. Ouais. Il faut montrer du reflet, faire des reflets avec les gens. C'est un art, là. Il faut bâtir la confiance aussi. Tu vas pas là, les gens ils vont pas s'ouvrir s'ils ne sont pas en confiance. C'est un art. C'est un art, mais c'est un art dans lequel, c'est ça, la confiance, une fois que tu l'as, la confiance, tu la gardes pour toujours, là, parce que c'est fragile. Meilleur conseil qu'on t'ait donné? Qu'on t'ait jamais donné? Meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, en tout cas, qui m'a été le plus percuté, là, souvent, c'est lui à mon père qui me disait « Jean-Pierre, tu n'as pas besoin d'être bon dans tout. Tu as juste besoin d'être entouré de gens qui sont bons dans ce que toi, tu es moins bon. » That's it. Donc, bâtir les équipes, ça revient encore à bâtir les équipes. Oui, la notion d'équipe, pour moi. Puis d'ailleurs, on a plusieurs petites organisations qui sont satellites. On a des startups, on a des bureaux à se démarrer, puis tout ça. Puis j'ai aucune compagnie seule. Je me sens, moi, j'aime ça, être en équipe. Ce qui tu sais, le why, pourquoi je me lève le matin, là, moi, c'est pour travailler en équipe. Ça, aider les gens, me faire aider, on grandit ensemble. Moi, ça me valorise beaucoup. Je dirais que c'est un de mes LED moteurs numéro 1 pour quand je me lève le matin. Hein? Bon, on a parlé d'un livre d'affaires que tu as recommandé au moins 3 fois. Oui, ben le livre d'affaires qui m'a vraiment game changer dans ma vie, c'est Good to Great, Jim Collins. C'est 500 entreprises, les 11 meilleures, les 11 entreprises qui performent dans leur industrie respective.
Puis les corrélations qu'il y a là-dedans, moi je crois beaucoup aux corrélations. À quelque part, les corrélations, ils ont comme une vérité, là. À toi d'y croire ou non rendu là, mais c'est quand même une étude qui était assez sérieuse. Ouais. Donc, il y a c'est plusieurs... sûr que les exemples sont un peu vieux. Des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, c'est un peu vieux les exemples ouais. » mais c'est pas grave. C'est des, c'est des concepts intemporels. Ouais, je pense que oui aussi. Puis il a sorti de toute façon les livres pour Why They Failed. Puis il regarde pourquoi ils ont... Ces entreprises-là qui donnaient en exemple, qui avaient outperform, il y en a qui ont crashé après. Puis là, il analyse pourquoi. Puis là, on voit qu'ils ont dévié de... qu'est-ce qui les faisait, justement, les principes qui les rendaient. Ne serait-ce que le changement d'un CEO. Oui. Ça peut être un changement d'un CEO qui peut dire mais c'est une méga entreprise, tout est structuré, mais. Communication change. Communication change, une virgule peut faire changer tout dans une entreprise. Puis une dernière. Puis un autre livre un peu plus. Tu prends ce que tu prends là-dedans, ça, un peu plus spirituel, qui est Supernatural de Joe Dispenza, que mon fils m'a dit, lis ça, papa, c'est débile mental. Que j'ai dit, OK, moi, j'essaye. Puis je dois avouer que c'est un livre qui m'a changé. Supernatural. Oui, de Joe Dispenza. Qui parle de quoi? Ben, c'est la méditation, les vibrations, comment tu veux... Puis, à quelque part, il y a certaines preuves scientifiques, mais bon, à quoi... Rendu là, c'est à toi d'y croire ou non. Moi, je crois. C'est ça, exact. C'est ce qui compte. Puis, moi, je me sens bien là-dedans, ça, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, dans mon Ironman. Ah oui? Oui, vraiment. Excellent. Ouais. Puis, une phrase que tu te dirais au début de ton aventure, tu sais, quand tu as lâché l'armée, ou tu n'as pas été à l'armée, puis tu as commencé à donner des enveloppes. Oui. Bien, quand tu commences à bâtir une équipe, tu sais pas trop ce que tu fais. Souvent, tu essaies de te cloner. J'ai vu ça souvent à des gens qui disent... Trouver des gens comme toi. Oui, ils essaient de se cloner alors que c'est pas nécessairement... Ça peut peut-être être une idée. C'est pas nécessairement la bonne idée. C'est de trouver des gens qui se complètent bien entre eux, qui ont la même vision, puis le même niveau de communication. Pas plus tard que tantôt, je dînais avec un de mes nouveaux, Justin, que tu connais. T'sais, Justin, il est nouveau dans l'entreprise. Fait que lui, il arrive, puis il est plus directif. Puis j'ai dit, c'est correct d'être directif, mais il ne faut pas que tu aies l'air directif. C'est juste ça. C'est pas plus dur que ça. Il dit, c'est pas si facile, mais c'est ça la vérité. Fait que, tu sais, faut apprendre à envelopper nos discussions. Faut apprendre à savoir avec qui on parle. Fait que, si mettons, être à recommencer, j'aurais vraiment tout de suite l'œil sur ça. Mais il faut croire que j'ai été un petit peu chanceux aussi. On fait sa chance, mais on a un petit peu de chance aussi dans la vie. J'ai tombé sur des gens qui me ressemblaient puis qui partageaient la même philosophie que je partage. La même valeur. Mais si tu disais, on dit, il ne faut pas dire ça aux gens quoi faire. Il lit justement Radical Candor. Okay. C'est un livre sur la communication, puis ça touche beaucoup de choses que j'enseigne puis que je vois dans l'Ouest. Puis, il y a justement un chapitre « Don't tell people what to do ». Les amener par les objectifs, puis tout ça, les gens, ils vont... Si tu as besoin de leur dire ça, à quoi ils servent? Engage-toi quelqu'un pour exécuter ce que tu veux faire, mais c'est pas ça qu'on veut. Quand tu es rendu que tu veux que l'entreprise elle explose, mais tu sais, je cherche pas l'explosion de mon entreprise, je cherche la solidité, une bonne base de l'entreprise pour que ça se reflète partout dans tous les départements. Good. Donc, prochaine étape, Lake Placid, en juillet. Oui. Une chance que c'est déjà annoncé à ma blonde, parce que ça a été tough. De toute façon, il sort plus tard le podcast. Tu aurais eu le temps de l'annoncer. Mais c'est fait, je suis correct. Donc, merci beaucoup. J'apprécie la discussion qu'on a eue. Merci d'être venu. J'ai fort apprécié aussi. Un bel échange. Merci. Vous venez d'écouter le podcast Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.